On va donc attaquer le dernier point, qui là, pour le coup, nous intéresse plus dans le sens où il s'agit tout simplement de parler de notre pays et puis de l'armée, de cette relation que l'on a avec notre armée. Euh, il y a plusieurs articles qui sont sortis ces derniers temps pour expliquer que l'armée française avait du mal à recruter, avait du mal à conserver les jeunes recrues. Les campagnes, vraisemblablement, n'arrivent pas aux effets escomptés. Vous qui avez donc une grande carrière dans l'armée française, à quoi vous pouvez attribuer cette évolution, cette mauvaise évolution de l'armée et de son recrutement aujourd'hui? Alors, d'abord, comme vous le dites, j'ai une expérience non seulement de l'armée, mais de la direction du personnel militaire de l'armée de terre où j'ai servi 5 ans. J'ai été en charge notamment de l'étude de la professionnalisation. Et à l'époque, la question qui m'était posée, c'était de savoir si la professionnalisation des armées serait une bonne chose ou pas. Bon, on a étudié honnêtement comme on le faisait surtout. Hein. J'étais patron de la cellule prospective évaluation de la direction du personnel de l'armée de terre, donc j'étais en charge de cette étude en particulier, hein, et de toutes les autres, mais celle-là en particulier. Et notre conclusion, après plusieurs mois d'études, a été il ne faut surtout pas abandonner le service national. Alors pourquoi on avait déjà pressenti qu'il y aurait des difficultés de recrutement, évidemment, parce que dans la population française, on avait noté, au travers de tout un tas d'études qui avaient été faites par d'autres, hein, mais dont on avait récupéré les résultats, hein, que les gens intéressés par le domaine de la sécurité, euh, alors j'appelle domaine de la sécurité pas seulement les armées, mais les armées, la police, la gendarmerie, et également les boîtes de sécurité civile, les boîtes de mercenaires, on va dire, ou autres. Hein. Donc tout ce qui concernait la sécurité, on avait le nombre de gens qui ne changeaient pas en France, hein, qui était une quasi constante, alors que les besoins en sécurité de la France explosaient. Donc, et que ceux qui payaient le mieux recrutaient le mieux, et que là-dedans, l'armée n'était pas compétitive. Donc, se coller dans un système de professionnalisation n'était pas forcément une bonne chose. Il y avait également d'autres arguments, comme l'argument social. Euh, oui, il y avait d'autres. Oui, Et sociétale, parce qu'en en fait, on sait que bon, quand il y avait le service militaire, ça permettait, on va dire, à l'adolescente de passer à l'âge adulte, d'avoir oui. aussi un cadre, Oui, cohésion sociale, voilà, c'est cohésion ce que je sociale, voulais hein. dire. Hein. Il y avait un problème de cohésion sociale, hein, Mm. et que l'armée, c'était pas seulement quelque chose qui était fait pour entraîner des soldats à la guerre, hein, c'était aussi quelque chose qui était fait pour assurer la cohésion sociale et faire un brassage de toutes les classes. Ça, on l'avait bien noté. Hein. Donc, notre avis était résolument qu'il ne fallait pas abandonner le service national. Mais il y avait un lobby assez puissant de militaires professionnels, hein, en particulier hein, les pros, ceux de la Légion. Moi j'ai fait les deux, hein, donc chasseur, option Légion. Donc je pouvais comparer d'ailleurs la qualité des uns et des autres. Hein, mais il y avait un lobby de la force d'action rapide et de gens un peu plus professionnels qui disaient on ne peut pas s'engager si on n'a pas suffisamment de professionnels, etc., etc. Donc il faut mettre fin au service national, faire une armée plus petite et essayer de la muscler davantage, quoi. Plus petite, plus musclée. Bon. Et puis, il y avait surtout un cabinet conseil. Comme vous savez, pour le Covid, on a mis un cabinet conseil qui s'appelait McKinsey, hein, pour gérer nos problèmes. Eh ben là, on a mis aussi un cabinet conseil qui n'était pas, enfin, qui avait des représentants français, hein, mais qui s'appelait Arthur Andersen. Et Oula, Arthur Andersen, hein, non, Arthur Arthur Andersen, Andersen feu Arthur Andersen. oui, non, mais à l'époque, non, Oui, non, oui, mais non. moi je vous parle des années, on va dire, 80, 90. début des années 90, avant la fin du service national. Hein. Et donc, Arthur Andersen est venu là-dessus
et a emporté le morceau, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bon, votre étude, elle est très intéressante, sauf qu'on va quand même abandonner le service national. Bon, ben, le service national a été abandonné. Et ça a été, je pense, une erreur colossale sur le plan de la cohésion de la population et sur le plan également du lien armée-nation, parce que les gens qui avaient fait leur service pouvaient encore avoir à leur choix de la sympathie, soit de l'antipathie, mais en tout cas de la connaissance du milieu militaire. Là, Oui, maintenant, c'est terminé. Hein. On est vraiment dans deux mondes. Hein. Donc le lien armée-nation s'est distendu au fil du temps. Hein, je me souviens, par exemple, hein, je vais vous donner un exemple concret, que lorsque j'étais euh, adjoint à l'école d'application de l'infanterie, sous les ordres du général Poulet, décédé aujourd'hui, euh, on avait résolu pour les fêtes du 11 novembre d'associer les écoles. Et on avait écrit à tous les chefs d'établissement de la région, on avait envoyé des centaines de lettres, des centaines, pour la participation d'enfants avec leur maître à la cérémonie du 11 novembre à Montpellier, au monument aux morts, pour essayer de faire en sorte que les jeunes, et on ne parlait pas de jeunes étudiants, on parlait vraiment des petits, quoi, des classes d'enfants de 10, 11, 12 ans, quoi, pour leur rappeler la mémoire, etc., etc., quoi. Eh bien, on a reçu, sur les centaines, on a reçu enfin, la plupart, hein, quand les gens nous ont répondu, c'est-à-dire pas tout le monde, la plupart des réponses étaient négatives. Les chefs d'établissement disaient, oh, vous comprenez, les parents ne vont pas vouloir, etc., amener leurs enfants. Donc, nous, on ne peut pas imposer à qui que ce soit de venir. Hein. On ne leur demandait pas d'amener tout le monde. S'ils voulaient amener que les volontaires, au moins qu'ils fassent la proposition. Non. Et on a eu une seule école hein, sur plus d'une centaine, hein, une. C'est-à-dire que 99% des enseignants, on n'est plus, on n'était plus, et on était en 2000, hein, on n'était plus à l'époque des hussards de la République, hein, de ceux qui ont préparé ouais. la génération de la guerre de 14. On était à la génération de 2000, hein, qui préparait la génération actuelle. Donc, bon, ça n'intéressait pas les enseignants, ça n'intéressait pas apparemment les parents d'élèves, selon les directions d'établissement. Hein. Moi, nous, on était obligés de se. Peut-être qu'il y en a qui auraient été intéressés, mais parce qu'il y avait certainement des enfants d'officiers de réserve, au moins, qui seraient venus. J'en suis persuadé. Mais non, non, ça les intéressait pas. Et donc, on s'est retrouvés, mais on a quand même eu une classe hein, pour être avec les élèves de l'école d'application de l'infanterie au monument aux morts, 11 novembre à Montpellier. C'était à Montpellier. Bon, voilà. Mais tout Mais ça, tout ça, ouais. hein? Je disais, Allez-y. c'est, je dirais que ça contribue, enfin, ça participe. Tout à l'heure, on évoquait avec Manouchian, oui, vous avez cité ce poème de Jean Zay. Euh, aussi, on a habitué la population à ne pas aimer ces symboles. Et le Ouais. drapeau, Ouais, ouais, Marseillaise, par exemple, les compétitions sportives, bon, si elle n'est pas chantée, limite, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'après tout, voilà. ouais, ouais, ouais. La Marseillaise et le drapeau, c'est tout de suite extrémiste. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai d'accord. que pour la génération actuelle, cette identification-là, par les symboles, elle n'existe pas. Ouais, mais alors, à Peut-être- partir de ce moment-là, comment voulez-vous que les jeunes soient Oui. convaincus de l'idée d'aller se battre et d'aller donner leur vie pourquoi? Pour un drapeau qu'il ne faut pas respecter, pour Mm, une, ben, ils sont au courant de tout ça. Hein. bien sûr. Ces idées à la mode, ces idées progressistes, dit-on, hein, entre guillemets. Bon, voilà, bon, si ça intéresse personne, il faudra pas qu'ils s'étonnent le jour où les choses tourneront mal. Et aujourd'hui, ce qui tourne mal, c'est le recrutement. Alors, le recrutement, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a également, donc là, la professionnalisation a amené un problème grave, c'est que les soldats, qu'on le veuille ou non, hein, alors
on me répétera la main sur le cœur que les soldats ne sont pas des fonctionnaires, sauf que quand ils sont professionnels, ils comptent quand même les heures, hein. C'est-à-dire qu'il il faut pas en permanence, quand ils sont au quartier, les retenir au-delà des heures, sachant qu'ils sont en opération assez souvent, etc. Donc, ils se sont un peu fonctionnalisés, on va dire, hein, et même quand ils partent en opération, ils supportent de moins en moins l'absence de l'épouse, l'absence de la famille, l'absence de... Tout ça sont des choses qui sont perçues différemment aujourd'hui que ce qu'elles étaient perçues il y a 50 ans. Il y a 50 ans, bon, c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, bon, les heures, ça se compte, hein. Mais ça n'a pas frappé seulement que les militaires, hein. On le voit aussi dans Ouais, le domaine de la santé, hein. santé, Les toubibs, autrefois, c'était des toubibs qui faisaient 60 heures, hein. Dans les campagnes, c'est les toubibs de campagne, on n'en trouve plus des comme ça. C'est fini. ouais. Ils ont eux aussi leurs heures, hein, parce que la société entière est passée aux 35 heures, et etc., etc. Et tout ça, ça a affecté aussi la disponibilité de l'armée, et les soldats comprennent de moins en moins quand on leur demande plus de disponibilité que les voisins, quoi. Euh, il y a un moment ou un autre, ils se disent, attends, ça va 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, ils s'en Alors, vont. Ils s'en vont. Donc, alors, il y a de grosses difficultés à fidéliser ceux qu'on a recrutés. Et puis, le bouche à oreille fonctionnant, bon, il y a de grosses difficultés à recruter de nouveaux personnels, Alors, hein. je comprends sur la partie, on va dire, humaine. Sur la partie matérielle, Ah oui, moyens, bien techniques, sûr, bien où est-ce sûr. qu'on en est aujourd'hui? On dit, par exemple, il est ressorti, suite à cette crise en Ukraine, que la France était absolument incapable de tenir Bien sûr. enfin, l'armée française était incapable de tenir un conflit dit de haute intensité. Qu'en est-il exactement? Est-ce Oui, que oui, oui, non, vraiment... mais tout à fait. Alors, la France, à partir des années 90, elle a commencé à se dire, il faut engranger les dividendes de la paix. Maintenant, c'est fini, il n'y aura plus de guerre. Alors, en avant, on va réduire les budgets, on va réduire les effectifs, on va réduire. Et puis, il y a eu la professionnalisation qui est arrivée par-dessus, hein. Donc, tout ça, c'est tombé. Et comme il n'y avait plus de budget, les moyens aussi, et que le coût unitaire des matériels est devenu prohibitif, hein, avec le prix d'un avion d'aujourd'hui, un Rafale, ou etc., on s'en payait 3 ou 4 hier, hein, pour le même prix, avec les pilotes. Donc, c'est c'est devenu intenable. Alors, on n'a plus les moyens de nos ambitions, quoi. On a aujourd'hui, c'est simple, hein, je le disais dans une autre émission, hein, aujourd'hui en Ukraine, hein, c'est la guerre de 14, on va dire, hein. Les tranchées, les positions tenues, etc. Bon. Donc, j'ai regardé, j'étais, en tant qu'adjoint de l'école d'application de l'infanterie, j'étais aussi directeur, j'avais 15 titres différents, j'étais directeur du musée de l'infanterie. Et au musée de l'infanterie, la première chose que je voyais en rentrant, il y avait un panneau sur lequel était donné le nombre de bataillons à 1 000 hommes qu'il y avait en 1914 pour entamer la guerre de 14 dans un pays qui ne comptait que 40 millions d'habitants, moins de 40 millions d'habitants. Pour démarrer la guerre de 14, rien que l'infanterie française avait 1080 bataillons à 1 000 hommes pour entamer la guerre de 14. 1080 bataillons à 1 000 hommes, c'est-à-dire un peu plus d'1 million de fantassins pour conquérir et occuper le terrain, comme ça se passe en Ukraine aujourd'hui, hein. 1080 bataillons. Aujourd'hui, il en reste 20. 20 bataillons d'infanterie à 1 000 hommes. On a 20 sur 1080. On est passé à 20 bataillons dans une population de 68 millions d'habitants. Voilà, c'est ça. L'armée française, c'est 20 bataillons d'infanterie. Et encore, ces 20 bataillons d'infanterie sont dispersés, pour certains, dans des territoires ultramarins, hein, et donc ils ne sont pas immédiatement disponibles. Aujourd'hui, si on devait aligner les forces françaises d'infanterie disponibles, allez, c'est 10 000 hommes. Et sur le front, ça tient 10 km ou 20 km de front.
Et le front actuel en Ukraine, il fait 1000 kilomètres. Ouais. Donc on voit bien qu'on n'est pas de taille. Et au tout début de l'opération spéciale, ils faisaient 2600 kilomètres de front. 2600 kilomètres de front, ils ont attaqué les Russes, avec 150 000 hommes, ce qui était ce qui s'est jamais passé dans l'histoire militaire, hein, et ce qui a été pour moi un exploit qui ne s'est jamais vu dans l'histoire militaire. Attaquer un pays entier avec 150 000 hommes, jamais vu. Mais nous, aujourd'hui, on a, je vous dis, si on doit aligner au maximum, on aura 10 bataillons d'infanterie. Hein, ça Et tu fera. disais que l'armée française tenait dans le Stade de France. Oui, oui, oui. C'est l'armée française. Bon, c'est quasiment. Alors, c'est l'effectif global, si vous voulez. En France, la sécurité, c'est 110 000 CRS. Enfin, oui, et policiers nationaux, quoi. Hein. La police, c'est 110 000. La gendarmerie, c'est 110 000 à peu près, hein, aujourd'hui, à un poil près. Hein. Et puis l'armée de terre, c'est moins que la police et moins que la gendarmerie. Hein. C'est-à-dire à peu près 100 000 hommes sur papier, c'est-à-dire en droit budgétaire. Après, si c'est pas respecté, évidemment, hein, parce qu'on a des difficultés de recrutement et que donc on n'a pas 100 000 hommes. Aujourd'hui, on a peut-être 90 000, peut-être encore moins. Euh, et, et, et en plus, qui ne sont pas recrutés. Hein. Ouais. Oui, Après, oui, ils n'arrivent pas à recruter. il En n'y a matière, pas à en matière- recruter, donc on n'a pas grand monde. Hein. Et on ne peut pas faire la guerre avec ça. Ça n'est pas possible, parce que quand vous avez un effectif, il y a une partie qui est en formation. Et moins les soldats sont fidèles, plus il faut en former de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux. Et le turnover augmente. Et plus le turnover augmente, plus la proportion de soldats en formation est importante. Et donc, moins le potentiel de soldats formés est important. Et là, bon, c'est mathématique. Hein, et on n'a plus de. Les gens ne font plus de maths. Hein, et les maths, elles sont là. Et si on en faisait davantage, on aurait pu, par exemple, au début de cette opération, hein, faire la balance des potentiels. Ce qu'on appelle, dans le domaine militaire, hein, il y a quelque chose qu'on fait toujours, toujours. Avant d'attaquer une guerre ou une opération, on fait toujours ce qu'on appelle la balance des potentiels, c'est-à-dire qu'on examine les forces et les faiblesses de l'adversaire dans tous les domaines. Alors, pas seulement le domaine militaire, mais dans le domaine économique, dans le domaine des alliances, avec qui sont alliés, etc. Comment ça peut tourner, quoi. Tout ça, ça doit être étudié. Il y a une quarantaine ou une cinquantaine de critères à étudier, et ça n'a pas été fait, manifestement. Parce qu'on l'aurait fait, on se serait rendu compte que dès le premier jour, la guerre était ingagnable. Bah oui, bien Et sûr. donc, elle était perdue. Si elle est ingagnable, c'est qu'elle est perdue. Elle est perdue parce que la balance des potentiels nous le dit. Alors justement, notamment dans les critères que vous évoquez, il y a certainement celui de l'industrie de défense. Ça avait créé un certain émoi dans la population de savoir qu'on donnait, enfin on donnait, on vendait nos canons César à l'Ukraine. Il faut un certain temps pour les fabriquer et on n'a pas aujourd'hui l'industrie nécessaire. Est-ce que vous pensez que malgré la dernière loi de programmation militaire, on arriverait malgré tout à récupérer une partie Non. de ce retard ou est-ce que Non, non, mais attendez, les lois de programmation militaire, il faut savoir ce que c'est. Hein. C'est un engagement sur 6 ans, 5 ans ou 6 ans. Je ne sais pas, Oui, aujourd'hui, c'est c'est ça. peut-être 6. Dans le Mm. temps, c'était 5. Bon, enfin, c'est un engagement de plusieurs années. Mais le président qui l'a fait, il n'est pas idiot. Hein. Il ne donne pas un sixième la première année, un sixième la deuxième année, un sixième la troisième année. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le président, pendant les années où il gouverne, il en met le minimum et il rejette ça sur les années suivantes. C'est-à-dire qu'une loi de programmation, c'est pas linéaire, c'est censé croître au fil des ans. Seulement, généralement, au milieu de la loi de programmation nucléaire, militaire, l'exécutif change. Et à chaque fois qu'il change, il arrête tout et il recommence une nouvelle loi de programmation militaire. C'est-à-dire que les promesses d'augmentation très importantes qui étaient situées en fin
de loi de programmation militaire qui vient d'être abandonnée, ceux-là, on ne les aura jamais. On redémarre en bas. Et donc, aucune loi, moi j'ai des lois de programmation militaire, j'en ai connu, on va dire, 6 ou 7 hein, au cours de ma carrière, et même davantage, parce que comme elle ne se terminait pas, elle est faite pour 6 ans, mais dans 3 ans, elle sera revue à la baisse et rechangée. Alors, on promettra toujours demain des lendemains qui chantent, mais les lois de programmation militaire ne sont pas exécutées. Je n'en ai jamais connu une et elles ont toujours été, la réalité a toujours été très en dessous des lois de programmation militaire. Mais pas seulement ça. Les budgets, c'est pareil, le budget annuel. On vous promet que l'année prochaine, vous allez avoir tant d'argent. Seulement, en cours d'année, il se produit des problèmes, comme celui que M. le maire a souligné il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu qu'il avait construit son budget sur une hypothèse de croissance de 1,4. Bon, brutalement, il s'aperçoit que ça ne sera pas 1,4, mais que ça sera 1. Et que donc, il faut 10 milliards de plus. Et les 10 milliards, il va falloir qu'il les trouve. Il va les trouver où? Il va les trouver sur les budgets des différents ministères qui vont être rabotés de 10 milliards. Mais en plus, pour l'année 2024, celle qu'on vit aujourd'hui, non seulement il va devoir trouver des milliards, mais même en mettant 1%, il nous trompe. Il nous trompe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 1%. Le FMI ne donne pas 1%. La Banque mondiale ne donne pas 1%. Il y en a qui vont jusqu'à nous donner 0,6 ou 0,5% aujourd'hui et qui sont pourtant des gens optimistes d'habitude envers nous. Donc, il va y avoir encore des besoins de milliards et de milliards et de milliards et pas par un ou deux. Il faudra à chaque fois des paquets de 10 milliards. C'est-à-dire que le budget prévu pour l'année 2024, en clair, sera raboté d'au moins, par rapport à ce qu'il était en projet, il sera raboté d'au moins 30 ou 35 milliards. Et ces milliards, ils vont les prendre où? Sur quel ministère croyez-vous qu'ils vont sur les le prendre? social, je pense. Bah ouais. Oui, il y aura le social, bien sûr, Mm. mais ça suffira pas. Et les seuls qui gueulent jamais, c'est qui? C'est les militaires. Les Les militaires, militaires. Ouais. ils disent toujours, bon, et voilà. Et on arrive au fait que malgré des promesses permanentes de budget mirifique, de loi de programmation mirifique, tout ça, c'est du pipeau. C'est des choses qui n'arrivent jamais, qui ne sont jamais arrivées. Moi, je me souviens m'être insurgé à de nombreuses reprises. On en discutait beaucoup avec le général Poulet, hein, et qui était d'accord avec moi d'ailleurs, hein, il le voyait bien. Hein. Les budgets annuels n'étaient jamais respectés, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand on regarde ce qu'on a réellement dépensé, alors que ce qui était prévu était bien plus élevé, eh bien à chaque fois, c'est du rabotage, du rabotage. Et en fin d'année, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repousse les programmes d'année en année. Et donc, au lieu d'avoir 10 chars, j'en sais rien, 100 chars cette année ou 10 chars, hein, on n'en aura que 8 cette année. Et puis, ça sera pareil l'année prochaine. Et après, ce qui fait que les lois ne sont pas respectées, les budgets ne sont pas respectés et que donc les armées sont sous-équipées. Hein. Et moi, je ne crois pas du tout, d'abord à la solidité de la loi de programmation militaire. Hein. Plus on vous dit, elle est solide, on va faire ci, on va faire ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité que j'ai vécue, moi, pendant 40 ans. Hein. Je peux En vous le plus dire. de cette situation, est-ce que vous ne croyez pas que, en matière de souveraineté, euh, on a perdu par exemple bon, la fabrication du FAMAS, on a choisi un fusil voilà, allemand. Est-ce que justement, c'est pas aussi un des problèmes qu'il aurait fallu résoudre, alors soit au travers de la loi de programmation militaire ou autrement, mais essayer de recouvrer quand même cette souveraineté, c'est-à-dire produire nous-mêmes nos propres armes pour que demain, s'il y avait un conflit, on puisse tout simplement ne pas Mais être. vous avez raison. Hein. À l'époque du général de Gaulle, je peux vous dire qu'on Hmm. on construisait notre armée, elle était à nous, à Voilà. nous. Et les industriels, ils étaient à nous, et on exportait de l'armement j'allais dire, dans le monde entier. Hein. Aujourd'hui, bon, on importe, et puis, il suffit qu'une seule pièce détachée, faut quand même le savoir. Hein.
Il suffit qu'une seule pièce détachée d'un de nos engins ou soit américaine, et Voilà. là intervient l'extraterritorialité du droit américain. Parce qu'une pièce n'est pas française, est américaine, ils peuvent vous interdire d'utiliser le matériel. Et ils le font, ils s'en privent pas, c'est leur droit. Et estiment-ils? Ils estiment que c'est leur droit, donc il n'y a pas de souveraineté si on n'est pas de A à Z maître de nos armes, maître de la fabrication de nos armes, etc. etc. Alors, donc, en résumé, là, si je vous suis Je bien, suis donc, très pessimiste. on a un problème au niveau du recrutement, donc problème au niveau humain, on Oui, a un problème au niveau du matériel, on a un problème aussi au niveau financier, puisque en fin de compte, les budgets ou les lois de programmation ne sont jamais tenus. Euh, Comment vous voyez, alors, en très peu de mots, mais comment vous voyez l'évolution de cette armée et puis, bah, par voie de conséquence de ce lien armée-nation qui devrait être fort, mais qui s'est déjà délité et qui pourrait clairement disparaître. oui, ben, je suis un peu pessimiste là-dessus, hein, sur l'avenir l'avenir de notre armée. Alors, je pense il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'on renonce à notre place dans le monde, hein, c'est-à-dire que on a eu par hasard, on a eu, grâce au général de Gaulle d'ailleurs, et à sa politique et à son idée qu'il avait, sa haute idée qu'il avait de la souveraineté de la France, on a eu à un moment donné une armée qui tenait la route. Hein, on ne dépensait pas les 1,70 ou de la part du PIB qu'on dépense aujourd'hui. Je ne sais même pas si on est à 2. Hein, si on remplit l'engagement des 2%. Mais à l'époque, on avait 4%. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, c'était le double, hein, de la part du produit intérieur brut. Hein. Donc, on avait beaucoup plus, les matériels coûtaient moins cher, donc on avait la force nucléaire, on était respecté dans le monde. Hein. Aujourd'hui, bon, même par rapport à la force nucléaire qu'on avait à l'époque, on avait toutes les composantes. On avait une composante terrestre d'armement nucléaire stratégique. On avait également toute la gamme de l'armement tactique à l'armement stratégique. Aujourd'hui, on a gardé, et on l'avait pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air et pour la marine. Donc, on avait une panoplie à la fois nucléaire et classique qui était totale. On avait 1400 chars. Aujourd'hui, il en reste 200. Hein. Moi, je regrette. Hein. Il en reste 200. Et encore, je le dis, la disponibilité technique opérationnelle de nos matériels, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport parlementaire qui a été fait, hein, et qui donc a repris, bien sûr, les déclarations des chefs militaires de l'époque. Hein, et ça a été fait il y a 3-4 ans. Je l'avais traité dans un de mes articles. Hein, il y a un rapport parlementaire qui nous citait des taux de disponibilité technique opérationnelle calamiteux, calamiteux. Pour les hélicoptères, par exemple, et en particulier les hélicoptères de combat, les Tigres, hein, les fameux tueurs de chars. Hein, on avait à l'époque, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, hein, il y en avait 3 sur 4 qui ne pouvaient pas voler parce qu'ils étaient en réparation, en attente de pièces, en maintenance, mais ils n'étaient pas, la disponibilité technique opérationnelle de ce type de matériel était de 25%. C'est-à-dire qu'il y en avait 75% qui n'étaient pas disponibles techniquement aux opérations, 75% des matériels. On n'en avait déjà pas beaucoup, mais là, du coup, on n'avait presque plus rien. Hein. J'avais fait le bilan, c'était catastrophique. Catastrophique. Et ça, c'est des questions. Ah, donc, moi, je suis pessimiste sur l'avenir. Et la seule solution aujourd'hui, bah, c'est de reconnaître on n'est plus une armée qui compte, hein, c'est tout, hein, et de vivre avec ses moyens. Hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Il y a des pays qui la ramènent beaucoup moins que nous, hein, et qui vivent avec des armées beaucoup plus faibles. Hein. Bon, mais à ce moment-là, il faut cesser de considérer qu'on est encore un acteur et à la limite renoncer à son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'assumer un rôle. On n'est plus capable. Je regrette, hein, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors, on s'est souvent réfugié en France, on s'est souvent réfugié derrière l'Europe. C'est-à-dire, on a dit. Mais le problème, c'est qu'en Europe, tout le monde a fait la même chose. Tous les pays. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, l'OTAN est un conglomérat
d'armée nationale en état de décomposition avancée. C'est ce que je dis. Hein. Et l'OTAN, et si l'OTAN, c'était pas ça, si l'OTAN était ce qu'elle était encore Hmm. en 1990, on serait en guerre contre la Russie. Aujourd'hui, avec mais aujourd'hui, on peut pas se payer ce luxe parce on est certain de la perdre. Et tout le monde le sait qu'on la perdrait, y compris les généraux de plateau hein, qui vont vous dire sur les plateaux hein, l'OTAN, l'OTAN, l'OTAN. L'OTAN, j'ai travaillé avec l'OTAN, hein, j'ai été aux États-Unis, j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai des rapports sur l'armée de terre américaine, j'en ai fait un paquet. Hein, et l'OTAN, c'est avant tout l'armée américaine. J'ai bien connu le colonel McGregor qui travaillait à quelques mètres de moi. On a travaillé 3 ans côte à côte hein, et on se connaît comme cul et chemise. Hein, et on a longtemps refait le monde ensemble et reconstruit les armées des uns et des autres et voir ce qu'on pouvait espérer. Bon, on est aujourd'hui du même avis sur ce qu'est l'OTAN. Hein, et il a été, lui, en plus, directeur du Joint Operations Center de l'OTAN. Hein, Colonel McGregor, c'est pas n'importe qui. Il était le bras droit du général Clark au niveau de l'OTAN et c'est lui qui dirigeait le JOC, Joint Operations Center. Et le Alors, JOC, c'est quoi? L'OTAN, c'est un état-major de 2000 officiers hein, qui dirige toutes les forces interarmées, enfin les forces venant de tous les pays. Et c'est lui qui dirigeait ça. Bon, à partir de ce moment-là, vous avez tout compris, quoi. Et si lui, moi je suis d'accord avec lui, il est d'accord avec moi, et on est sur l'OTAN, on sait exactement de quoi on parle, quoi. vous On parlez sort pas des, ça du. Ouais. ouais. Vous parlez des autres pays occidentaux, bon, j'entends bien, mais on a quand même cette spécificité, la France, d'avoir un espace maritime qui est très vaste. On est présent sur toutes les mers du globe, on est présent partout. Est-ce que quelque part, par manque de vision stratégique, de vision de long terme, on n'a pas loupé le coche? C'est-à-dire Oui, qu'on aurait pu on quand est, même ouais, entretenir bien sûr. cette armée parce que justement, on avait cet espace maritime à défendre. Bien sûr, on a le premier ou le deuxième selon les Ouais. classements. Hein. On est un poil du premier, quoi. Hmm. Si on est deuxième, on est un poil du premier. Si on est premier, on est un poil Hmm. au-dessus du deuxième. Bon, enfin, mais effectivement, on a le plus grand territoire maritime du monde. Mais pour pouvoir assurer ça, il faut une flotte. Hein. Il faut une flotte digne de ce nom, avec des porte-avions, et là, on n'en a qu'un. Hein. Et quand il est en maintenance, on en a zéro. Bon, dans le temps, on en avait au moins deux. Hein. Et à un moment, même avec les porte-hélicoptères, on arrivait presque à trois porte-aéronefs, quoi. Donc aujourd'hui, on n'en a plus qu'un, et encore à mi-temps, enfin pas à mi-temps, mais il est en maintenance, c'est des trucs très sophistiqués, ça, les porte-avions, hein, et c'est en maintenance, on va dire, un quart du temps, quoi, hein, Hmm. plus d'un quart du temps, 30% du temps. Ok. Donc pendant 30% du temps, on n'a rien. Hein. Non, non, mais c'est vrai, on aurait dû tirer parti de ça, et puis on aurait dû surtout choisir les bons alliés, quoi. Pas des alliés qui nous tirent dans les pattes. Hein, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, nous sommes en guerre contre l'Amérique. On est en guerre, une guerre terrible, c'est le président Mitterrand qui disait ça. Hein, il disait ça à son ami Jean d'Ormesson. Ouais. Jean d'Ormesson, le journaliste aujourd'hui décédé, hein, mais Mitterrand lui disait, mais vous vous rendez pas compte, on est en guerre contre l'Amérique et les Français ne le savent pas. Une guerre impitoyable, une guerre sans mort, mais une guerre à mort. Déjà une guerre culturelle, quand on voit la façon dont ils nous abreuvent de leur Ouais, culture. ouais, ouais. On est en guerre et on s'est allié avec un pays qui nous fait la guerre, quoi, hein, qui nous pille nos contrats. Moi, je ne sais pas combien de contrats ils nous ont piqués. Je ne parle pas seulement des sous-marins, mais avant les sous-marins, il y avait les Airbus. On avait gagné le contrat des avions de transport pour l'armée américaine, qui était un contrat gigantesque. Hein. Et les militaires américains préféraient notre avion à l'avion Boeing. Hein. Donc, c'était quand même exceptionnel. Hein. On avait le marché américain. Eh bien non, à la dernière minute, ils ont changé la donne. Ils ont préféré perdre de l'argent, perdre de l'efficacité, perdre de tout, mais acheter américain. Bon,
Ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé jouer la libre concurrence, hein. Ils aiment bien qu'on joue les règles du jeu mondial à Oui, condition que ça ait des avantages. voilà, Sinon, exactement, c'est quand c'est leurs cohérent règles avec à eux. eux. Donc, ça ne va pas, hein. Il y a un moment où ça ne peut pas durer, quoi. Ouais. Non, non, mais moi, je suis pessimiste, hein, sur le. Et donc, je pense que la seule manière de s'en sortir, ben, c'est d'en rabattre un peu, c'est-à-dire de se remettre à notre juste place, de cesser de pérorer sur la scène internationale, puisqu'on n'a pas les moyens. Hein. Quand on est fort, on peut parler fort, mais quand il n'y a pas de muscle, il faut arrêter de provoquer, arrêter de dire je vais mettre ma bombinette au profit de l'Europe, etc. Ça devient ridicule. Ça devient ridicule, hein. Poutine, il rigole, hein. Il Oui, rigole, j'imagine. Ouais. Bon, bah, vous écoutez, savez, merci à vous en tout cas, hein. C'était vraiment très instructif, très intéressant ces 4 points. Donc, on retrouvera ces 4 vidéos, hein. Elles seront séparées dans les jours qui viennent. Et puis, encore un grand merci pour tous ces éclaircissements.